Bon, je vous le montre, un teasing. Voilà, le guide jeune. Il est aussi là-haut. Alors, sur ce guide, je vais vous dire quelques petits mots malgré tout pour un peu rappeler pourquoi on a ce guide et dans quel contexte il s'inscrit effectivement. D'abord, nous, on a lancé ce guide, il fait partie de la collection Carrément. Donc, c'est le 4e ouvrage, un 4e opus, après le guide des alliés. Le guide Voilà, VOILAT, qui est visibilité ou invisibilité lesbienne au travail, qui a fait suite effectivement à une grande enquête menée avec l'IFOP sur, et j'arrête mon horloge, voilà, ça c'est mieux, une grande enquête effectivement, hop, sur le fait qu'on a beaucoup plus de gays visibles que de lesbiennes. Donc les femmes sont très invisibilisées. C'est intéressant. Façon de parler, de noter ce que Madame la directrice a dit tout à l'heure sur l'enquête qui montrait qu'il y avait quand même 33% de femmes effectivement qui avaient subi des comportements lesbophobes. Évidemment, 33% pour les personnes trans non binaires, ce qui corrobore nos propres enquêtes et toutes les enquêtes aujourd'hui qui existent. Et donc on a et puis un guide qui est le guide Agir pour l'inclusion des transidentités non-binarités au travail. Donc en fait, on est en termes de triangulation entre avant, pendant et après les études. Et donc ce guide, qui est donc avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, se veut bien sûr tourner vers les jeunes, mais également leurs établissements, et bien sûr leurs futurs employeurs. Donc on a créé quelque chose qui soit avec son 3 cibles, ce qui n'était pas si simple pour ne pas alourdir, parce qu'on a continué à faire un guide. Combien de pages 60, donc on tient le rythme de jamais en dépasser 64, 65. Et donc voilà, la charte avait évidemment fait ce lien avec le côté effectivement pour les établissements à la fois employeurs, mais également responsables d'un parcours académique, donc la dualité. Et puis, on l'a rappelé tout à l'heure, au moment de la construction effectivement de cette charte, nous l'avons faite avec le CAILIF, avec la FAGE, qui évoquait effectivement les difficultés des jeunes LGBTQA+, dans l'enseignement supérieur. Alors, il y a aussi Parcours Jeunes, que vous pouvez trouver, comme tous nos guides, tous nos outils, sont consultables en ligne gratuitement sur effectivement une grande enquête qu'on a menée avec BVA, un certain nombre de chiffres qui seront dévoilés, rappelés effectivement par Guillaume tout à l'heure, Savoie, mais ça fait ressortir comme un certain nombre d'enjeux, tant pour les étudiants et étudiantes que finalement pour les établissements et les futurs employeurs. Donc c'est un panel de 2012 jeunes, représentatifs de société française, parcours, genre, région. Soit effectivement enseignement supérieur, là du coup c'est pas restrictif au sujet du guide aujourd'hui, mais également des demandeurs d'emploi, des personnes en apprentissage ou en alternance. On avait quand même un tiers de ces jeunes qui considéraient que leur établissement n'était pas LGBTQ à plus friendly. Ouais, pas marqué, les chiffres sont pas marqués. On avait un quart de ces jeunes qui ne voulaient pas faire leur coming out. Et un tiers, en revanche, qui choisissaient leurs écoles si elles avaient une politique anti-discrimination et une politique effectivement LGBTQA+. Et une fois encore, si c'est un tiers, on rappelle que les jeunes hétéros sont aussi très sensibles à rentrer, à s'intégrer, que ce soit un établissement, que ce soit chez un employeur, dans des lieux effectivement qui respectent cette catégorie de population. Et puis, et là donc on se tourne vers la 3e cible de ce guide, les employeurs. 75% de ces personnes interrogées choisissent effectivement un employeur qui aurait une vraie politique anti-discrimination et 61% une politique LGBTQA+ inclusive. Donc on voit bien, il y a un enjeu effectivement d'attractivité des talents. Et là, on revient maintenant sur l'enseignement supérieur, même si pour les alternants ou apprentis, le sujet est tout aussi important. Donc ce guide se veut être un outil à la fois pour donner rassurance. Dans Parcours Jeunes, on a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne voulaient pas être visibles par peur du rejet, à tort ou à raison, ou par sentiment d'inéligibilité. Assez classique pour les personnes porteuses de singularité qui aboutissent souvent à des discriminations. On n'ose pas se sentir à l'aise, on ne se sent pas légitime pour dire les choses, pour faire les choses. Alors, Charles, puisque tu as piloté ce guide, d'abord, est-ce que tu fais un petit point rapide sur la méthodologie? Oui, tout à fait. Donc ce guide, en fait, il a été nourri par 3 sources de données. Premièrement, donc l'enquête Parcours Jeunes, dont Catherine vient de parler, qui est une enquête qui a été menée par notre cercle en avril 2025 avec BVA People Consulting. Le but de cette enquête, c'était d'avoir un état des lieux de l'inclusion LGBTQIA+, auprès des jeunes.
Donc c'était un questionnaire administré en ligne par BVA, et on a eu un échantillon donc du coup de 2000 répondants, donc de jeunes répondants, donc représentatifs donc de jeunes qui étaient en voie d'accès au monde professionnel. Donc on a pu se servir de ces chiffres pour faire la partie diagnostic de ce guide notamment. On a également mené fin 2024 une enquête via questionnaire qu'on a, une enquête quantitative et qualitative qu'on a diffusée très largement. Et en fait, c'était des questionnaires qui étaient à destination de 5 cibles différentes, donc les étudiants, les enseignants des établissements d'enseignement supérieur, les membres du personnel administratif de ces établissements, les employeurs et les jeunes employés. Donc c'est une enquête qui nous a permis d'avoir 1500 répondants, dont 1000 étudiants répondants et répondantes. Et ça nous a permis en fait d'avoir des autres chiffres en fait pour analyser les situations du coup dans l'enseignement supérieur et dans le monde professionnel, et aussi d'avoir en fait des éléments qualitatifs avec des témoignages, des personnes qui nous disaient comment ça se passait dans leur établissement ou dans leur premier emploi. Donc très intéressant. Et également 3 groupes de travail qui ont permis de participer à la conception du guide. Donc en fait, notre cercle, on a créé 3 groupes de travail. Donc un qui était destiné à l'élaboration de recommandations pour chaque cible du guide. Donc un groupe de travail pour les recommandations pour les étudiants, un groupe de travail établissement d'enseignement supérieur et un groupe de travail employeur. Dans chacun de ces groupes de travail, il y avait un peu de tout, des étudiants, des enseignants, des personnes qui provenaient d'employeurs. Et il y avait environ 30 participants en tout dans ces groupes de travail, et ça nous a permis en fait d'analyser en fait les résultats de l'enquête Parcours Jeunes, d'analyser les résultats de l'enquête qualitative et quantitative par questionnaire, et de récolter des témoignages, des retours d'expérience de toutes ces personnes-là, témoignages qu'on peut d'ailleurs retrouver dans le guide pour certains, et qui sont très pertinents. Alors, donc, vous avez compris la méthodologie effectivement de tous nos guides, c'est d'abord comprendre l'enjeu, le contexte, souvent appuyé par de la data, par de la donnée, d'enquête et autres. Alors, c'est une enquête comme toujours, hein, c'est une cartographie, une prise de température à l'instant T. Ça ne fait pas forcément toute l'histoire, sauf quand on appuie comme le parcours jeune ou l'enquête voilà avec une méthodologie d'un institut de sondage. Mais après, effectivement, voilà, les éléments du diagnostic qui sont ressortis prioritairement, et puis après, on va aborder bien sûr les recommandations. Comme chacun sait, nous avons pour habitude de donner des pistes, et tu as bien fait effectivement de le rappeler. C'est pas l'autre cercle qui prend la parole et qui dit ce qu'il faut faire. Tous nos appuis depuis 27 ans que nous existons, on s'appuie sur les acteurs concernés, que ce soit les personnes concernées, que ce soit le monde institutionnel, et bien sûr effectivement les employeurs publics et privés, et ce qu'on propose, est-ce que ça tient la route, et d'ailleurs parfois il y a des initiatives très fortes sur plusieurs des guides qui sont venues de la part d'employeurs, pas forcément facilement applicables pour tout le monde, mais en tout cas la démarche a été très volontaire là-dessus. Faire du micro parce que ce sera un peu plus confortable, on entend vraiment les propos. Au niveau j'aimerais parler d'abord un petit peu du diagnostic en fait qu'on a pu faire avec ce guide. Donc déjà premièrement, le guide il est structuré en 3 parties. La partie en comprendre du coup, qui est un peu une partie diagnostic en fait de l'inclusion LGBTQIA+, à la fois dans l'enseignement supérieur et dans le monde professionnel. La partie 2 qui s'appelle Agir, donc qui est un peu toutes les recommandations qu'on fait aux étudiants, aux établissements et aux employeurs, et une partie 3 qui est la partie ressources. Donc au niveau du diagnostic, vous voyez à l'écran normalement quelques chiffres que Catherine a déjà un peu abordé un peu plus tôt. Dans l'enseignement supérieur en tout cas, le diagnostic qu'on a fait, c'est que l'inclusion LGBTQIA+, elle est encore insuffisante dans l'enseignement supérieur, et que le climat des études supérieures reste encore assez hostile. Comme vous pouvez le voir, un jeune LGBTQIA+ sur 4 a été victime de comportements LGBT-phobes, et un ou une sur 2 en a été témoin. Vous voyez également que 8 jeunes sur 10 ont déjà entendu des insultes LGBT-phobes pendant leurs études. Donc ça, c'est des chiffres qui viennent de l'enquête Parcours Jeunes de 2025, et également de notre enquête qu'on a menée par questionnaire fin 2024. On voit également qu'aujourd'hui, 58% des jeunes déclarent avoir terminé leurs études sans avoir jamais été sensibilisés aux enjeux LGBTQIA+. Donc on voit qu'il y a quand même une grande lacune de sensibilisation, de formation.
Et ça, Catherine l'a dit, je crois tout à l'heure, lorsqu'un établissement met en place des actions concrètes, 75% des jeunes y faisant leurs études considèrent leur environnement comme LGBT friendly. Au niveau, pardon, au niveau du monde professionnel, le diagnostic qu'on a pu faire, c'est que en fait, le passage au sein du monde professionnel suscite énormément d'appréhension pour les étudiants et étudiantes, les jeunes diplômés, qu'ils soient LGBT plus ou non d'ailleurs. Donc vous voyez quelques chiffres également. 60% des jeunes estiment que le monde du travail n'est pas LGBT friendly, donc ça a été dit également. Un étudiant LGBTQIA+ sur 4 ne se sent pas prêt à être visible au cours de ses études, et la moitié des stagiaires ou des alternants renoncent à l'être lors de leur premier pas dans le milieu professionnel. Et lorsqu'ils sont visibles, ils sont 17% à avoir été victimes de comportements LGBT-phobes. Ce qu'on a observé, en tout cas, c'est le plus gros point de ce diagnostic-là, c'est que il y a souvent des jeunes LGBTQIA+, qui sont visibles au cours de leurs études, auprès de leurs camarades, de leurs profs, du personnel administratif, qui peuvent parler de leur orientation affective, de leur identité de genre assez librement, en tout cas, et qui, une fois, quand ils passent dans le monde professionnel, en fait, retournent au placard, entre guillemets, puisqu'ils ne se sentent pas, en fait, d'en parler. Et donc, c'est exactement ce qu'on veut éviter. On voit quand même que les jeunes, même s'ils sont réticents à entrer dans le monde du travail, ils ont beaucoup d'attentes. Donc, comme Catherine l'a dit, l'ensemble des jeunes, donc que ce soit LGBTQIA+ ou non, ils sont 75% à choisir leur employeur en fonction de la politique générale de lutte contre les discriminations, et ils sont 61% d'entre eux à regarder en particulier la politique contre les LGBT-phobies. Donc ça montre que c'est des thématiques qui les intéressent et c'est assez important pour eux pour passer dans le monde professionnel et être à l'aise, qu'ils soient LGBT+ ou non. Voilà, donc il y a une suite logique. Hein. Le 1, 2, 3, 4, 5, c'est vraiment une suite logique. Pour autant, tu ne vas pas forcément les présenter dans le même ordre, pour plutôt privilégier certaines d'entre elles. Mais c'est une façon, quand on est concerné, voilà, la première chose à faire, c'est ça, pour les étudiants et autres, jusqu'à le plus du plus en point 10. Alors, qu'as-tu choisi pour les établissements d'enseignement supérieur? Pour les établissements d'enseignement supérieur, donc là, vous voyez, c'est les 10 clés d'une politique inclusive pour les établissements d'enseignement supérieur. Donc, on a cette sorte de page, en fait, pour chaque cible du guide, donc étudiants, établissements, employeurs. Vous pourrez du coup retrouver dans la partie 2 du guide, dans la partie Agir, toutes les recommandations en totalité. Et donc là, c'est un peu un florilège des recommandations les plus impactantes. Donc pour les établissements, j'ai choisi la recommandation numéro 3 et 5. Donc la 3, avoir un dispositif de signalement efficace, communiqué autour de son existence et autour des sanctions rendues. Ça paraît évident, mais en fait, on recommande aux établissements de renforcer l'efficacité de leur dispositif de signalement et surtout la communication autour de ces dispositifs, puisque je me souviens d'une réunion avec Chloé Moore, notamment du ministère de l'enseignement supérieur, où elle me faisait savoir que suite à leur dernière enquête, il y avait un chiffre, environ 70% en fait, des répondants à leur enquête, qui étaient donc des jeunes de l'enseignement supérieur, étaient pas au courant qu'il y avait des dispositifs de signalement dans leur établissement, ce qui fait qu'en en fait, il faut renforcer cette communication là, dans tous les endroits où c'est possible, donc sur le site internet, sur l'intranet, dans les communications aux étudiants, mais également au personnel, hein, parce que c'est pas que pour les étudiants, des affichages dans les halls, partout dans les toilettes, et surtout communiquer sur l'efficacité, en fait, la procédure de réception de ces signalements, comment ça marche, qui les traite, et pourquoi pas aussi également communiquer autour des sanctions rendues, donc en anonymat évidemment, mais ça peut permettre en fait de montrer aux étudiants et aux membres du personnel que les actions ont des conséquences. Donc c'est un point très important, les dispositifs de signalement, puisque également, souvent les étudiants, par autocensure, ne les saisissent pas, notamment les victimes de LGBT-phobie, puisqu'ils pensent que en fait, ce qu'ils ont vécu, une simple insulte, ne doit pas être forcément signalé. Et en fait, si, on peut. Donc voilà, c'est très important pour les établissements. Et la recommandation numéro 5, adapter les procédures administratives
lors de l'inscription administrative, au sein des listes d'appel, etc., pour permettre l'utilisation du pronom et du prénom d'usage dès l'arrivée d'un ou d'une étudiante ou d'un nouvel ou d'une nouvelle employée. Donc ça, c'est des recommandations qu'on fait aux établissements. Normalement, tout étudiant ou tout membre du personnel devrait pouvoir utiliser un prénom d'usage dans l'établissement sur simple demande à l'administration. Donc c'est peut-être pas le cas encore partout, et donc on recommande aux établissements de généraliser ça, de faciliter en tout cas la procédure qui permet d'utiliser un prénom d'usage. On recommande également d'adapter les formulaires administratifs d'inscription, par exemple, pour les étudiants, ou d'arrivée d'un nouvel employé pour permettre, par exemple, d'ajouter une case autre lorsqu'on demande en fait le sexe ou le genre de la personne, pour pas qu'il y ait juste écrit masculin, féminin, une case autre, pour permettre aux personnes trans et non binaires de pouvoir s'identifier comme elles le veulent. On encourage également de supprimer la mention du genre lorsque c'est possible en tout cas, et également d'adopter les logiciels RH, ou en tout cas les logiciels qui permettent d'avoir toutes les informations sur un étudiant, un membre du personnel, pour permettre l'utilisation du prénom d'usage dans tous les services de l'établissement. Voilà. Alors, j'ai une petite anecdote un peu désagréable qui s'est produite récemment. Nous avons une personne étudiante qui nous a contacté, enfin, qui a fait un courrier à son établissement en nous mettant en copie pour information. La personne, en fait, s'était inscrite au Parcoursup, et puis entre-temps, elle a reçu sa confirmation de changement d'état civil après son inscription au Parcoursup. Et au moment, effectivement, d'intégrer le processus de la rentrée, au mois de septembre, malheureusement, alors, les gens étaient en vacances, fin août en plus, qui n'est pas les choses. Et le problème, c'est que la personne allait dévoiler auprès des enseignants, parce qu'elle était encore dans un parcours avant, effectivement, sa confirmation de changement d'état civil. Et donc, c'était compliqué. La responsable diversité inclusion avec les équipes, ils ont essayé de faire des choses, mais c'est très compliqué. Elle n'a pas voulu prendre de risque, et cette personne, effectivement, a annulé son inscription dans cet établissement parce qu'elle ne voulait pas se retrouver à outer, parce qu'il était évident qu'à quelques jours de la rentrée, on allait la découvrir avec le prénom qui est sur lui, effectivement, de son ancien état civil, et qui, du coup, faisait un outing de fait sur sa situation. Donc, on dit qu'il faut anticiper, préparer vraiment tout de suite pour avoir une réponse appropriée. Alors, je ne connais pas les détails, mais c'est vrai que le Parcoursup, forcément, il y a une incidence sur le système administratif, et donc, sans doute, c'était compliqué pour l'équipe administrative, en tout cas le SIRH, on l'évoquait tout à l'heure, Julien. Mais voilà à quoi ça peut aboutir. Et la personne a eu tellement peur de se trouver dévoilée avec le DNM qu'elle a préféré, effectivement, annuler son inscription dans cet établissement. Voilà, je termine, ce n'est pas une note très positive, mais là, pour le coup, on a un impact immédiat. Alors, un peu particulier, parce que le Parcoursup, ça s'est passé au mois d'août, la rentrée était au mois de septembre, c'était un temps très très court. Donc, tout ce qui permet l'anticipation pour le prévoir, effectivement, le bien vu. Tu peux continuer. Sur la partie étudiant, je vais vous parler des recommandations 3, 1 et 8, bon, un peu plus rapidement parce que je vois que l'heure tourne. La recommandation numéro 3 pour les étudiants, identifier les dispositifs de signalement, les lieux d'écoute et les personnes ressources. Donc ça va avec ce dont on vient de parler, en fait, les dispositifs de signalement. On encourage les étudiants à aller chercher les informations là où elles sont, donc site internet, communication sur les réseaux sociaux. On a souvent aussi sur les sites internet des établissements une liste en fait des personnes référentes égalité, diversité, inclusion, référentes cellules d'écoute, etc. Donc on les encourage en détail dans le guide à aller trouver les informations pour pouvoir en fait se protéger en cas de LGBT-phobie ou autre type de discrimination. La recommandation 1, se renseigner sur le caractère inclusif de l'établissement lors de son choix d'études au travers de sa communication. Donc ça, c'est plutôt pour les futurs les futurs étudiants et étudiantes. On leur recommande en fait, ou pour ceux qui sont déjà étudiants et qui veulent changer d'établissement, d'aller voir en fait le degré d'engagement de l'établissement qui ou elle convoite sur Internet. Donc il y a pas mal d'endroits où on peut avoir des indices sur le caractère inclusif d'un établissement, le site Internet de l'établissement déjà, où on peut avoir une page diversité inclusion qui liste tous les engagements, et pourquoi pas la signature de la charte d'engagement LGBTQIA+, de l'enseignement supérieur de l'autre cercle. Vous avez aussi le site de l'autre cercle, où on peut avoir toutes les infos sur les établissements qui sont signataires.
Et ça m'amène du coup à la recommandation 8, qui est assez similaire. Utiliser les réseaux sociaux pour identifier les entreprises, les employeurs inclusifs en vue d'un stage, d'une alternance ou d'un premier emploi. Donc là, c'est la même chose. Ça, c'est pour les jeunes diplômés qui vont faire leur premier emploi, en fait, qui vont entrer dans le monde professionnel. Il y a pas mal de moyens de savoir si un employeur est engagé. Aller sur le site pour voir des informations aussi. Aller sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, voir s'il y a des prises de parole, de la communication, notamment lors de la journée du 17 mai, par exemple, ou de la journée du coming out du 11 octobre. On peut également voir s'il y a des ERG qui existent. Enfin voilà, toutes les informations qu'on peut facilement trouver afin de savoir dans quel établissement ou dans quel employeur on va s'engager. Et enfin, sur les employeurs, je vais vous parler de la recommandation 9 à nouveau pour refaire un point sur les dispositifs de signalement. Donc pour les employeurs, avoir un dispositif de signalement en interne et communiquer sur la tolérance zéro aux discriminations LGBT-phobes. Donc ça, c'est pas que pour les établissements, mais en effet, au sein des employeurs, c'est également très important. La recommandation 5, très importante également, former et sensibiliser le personnel des ressources humaines à l'importance de la confidentialité des informations communiquées par les employés, en particulier celles pouvant être révélatrices de l'orientation affective et ou de l'identité de genre d'un employé. Donc en fait, encore aujourd'hui, on a des employés en France qui n'osent pas, par exemple, prendre leur congé de mariage, qui n'osent pas prendre leur congé de parentalité, qui n'osent pas mettre leur conjoint sur leur mutuelle, parce qu'ils ont peur en fait qu'ils soient outés, c'est-à-dire que leur orientation affective et ou leur identité de genre soit révélée en fait au sein de l'entreprise, de l'administration. Donc en fait, on veut vraiment insister auprès des employeurs sur la confidentialité des infos que les membres du personnel RH ont en leur possession. Donc ils ont déjà une obligation de confidentialité, mais réitérer qu'il y a aussi cet aspect de possibilité d'outing et réitérer également le fait que lorsqu'un justificatif est donné par un employé, par exemple, pour prendre un congé de mariage, par exemple, il ne doit pas passer par le N+1, donc pas par le supérieur hiérarchique, pour éviter tout problème, puisque l'outing peut avoir des conséquences assez désastreuses. La dernière recommandation dont je voulais vous parler, c'est la première, donc rendre visible dans sa communication externe son implication en faveur de l'inclusion. Donc ça c'est très important aussi, notamment pour montrer qu'on est engagé, montrer qu'on est engagé sur les sujets d'inclusion et dont l'inclusion LGBTQIA+, et pour également attirer les jeunes talents, les jeunes diplômés LGBTQIA+, ou non, en montrant que en fait on propose des environnements de travail inclusifs et bienveillants. Ça peut passer du coup par la communication autour de la signature de la charte d'engagement LGBT+, de l'autre cercle. Voilà. Merci. J'en profite d'ailleurs pour saluer Thierry Matera, qui est le leader ou co-leader de l'ERG interne Pride on the Life de la Société Générale, qui fait, avec la DICRA, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous a permis effectivement financièrement, c'est important de le souligner, de réaliser ce guide. Alors, pour terminer, projection sur le futur. Tu as parlé pour le compte de l'autre cercle, même si tu n'es pas président porte-parole, mais c'est pas grave, pas encore en tout cas. Si on se projette dans 5-10 ans, à partir effectivement des réflexions de ce guide, qu'est-ce que tu aimerais, toi, qui a fait le choix effectivement, quand on t'a recruté, de rejoindre l'autre cercle sur ce projet, qu'est-ce que tu aimerais que l'autre cercle puisse constater de positif dans cet environnement de l'enseignement supérieur et du monde professionnel? Dans 5, 10, 15 ans, ça va peut-être paraître bateau, mais on aimerait voir des environnements d'études bienveillants et inclusifs, en fait, avec des étudiants et des étudiantes qui sont sensibilisés, en fait, à l'inclusion, de manière générale, mais aussi à l'inclusion LGBTQIA+. Des enseignants qui savent comment réagir, par exemple, quand ils sont témoins d'une LGBT-phobie. Les membres du personnel administratif également sensibilisés. On aimerait voir également des environnements de travail qui sont safe, où on peut être visible au sein de son employeur, où on peut librement parler de sa vie privée. Alors ça ne veut pas dire à tout le monde je suis gay, je suis lesbienne ou je suis trans, mais c'est pouvoir parler de son orientation affective
et ou de son identité de genre librement, comme les hétéros le font, en fait, dans des temps comme les post-cafés, etc. Que les managers soient également sensibilisés et qu'ils puissent, à l'arrivée d'un ou d'une nouvelle employée, informer sur tous les engagements de l'employeur, etc. Enfin, des environnements de travail globalement safe où tout le monde peut être à l'aise et où on n'a pas peur en fait de venir au travail, puisque de toute façon en plus ça peut aussi avoir un impact sur la performance au travail. Donc en fait l'enseignement supérieur et le monde professionnel sera gagnant quoi qu'il arrive, avec plus d'inclusion LGBTQIA+. Je dirais juste en dernier que oui, ce qu'on veut éviter en priorité, c'est, comme je disais tout à l'heure, le retour au placard des étudiants qui étaient visibles pendant leurs études et qui doivent se recacher une fois qu'ils arrivent dans le monde pro, parce que c'est très triste. Voilà. Écoute, je trouve que tu as fait une belle conclusion, donc je ne vais pas en faire. Et comme ça, on va rester pile dans les temps, à 1 minute près, pour passer je passe le bâton de parole à mon binôme Guillaume Savoie. Merci à vous.